Nous allons reprendre nos travaux donc, pour les deux sessions de l'après-midi, avec une première table ronde donc, qui porte sur le thème « La laïcité dans l'espace d'Afrique francophone ». Nous allons donc tour à tour écouter deux conférences du professeur André Cabanis et de M. Philippe Awono sur ces questions. Et je vous propose sans plus tarder, puisque nous respectons scrupuleusement l'heure pour l'instant au regard du planning, de donner la parole au professeur André Cabanis qui va nous parler de la laïcité dans les constitutions de l'Afrique de succession coloniale française. Professeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais d'abord me livrer à une agréable obligation, qui est de remercier tous ceux grâce auxquels je suis ici, et j'en suis à la fois très, très heureux et très honoré. Bien sûr, au premier chef, le recteur Lourdes, mais également la directrice de l'Institut international pour la francophonie, et puis, bien sûr, Madame Ong Kandang, qui a si magnifiquement organisé ce colloque, qui a superbement organisé notre accueil, et grâce à laquelle tout se passe si bien. Donc c'est un plaisir d'être ici, et ça va être l'occasion d'évoquer un sujet qui, je crois, n'est pas trop étranger à notre réunion. Ce sujet, c'est donc la laïcité dans les constitutions de l'Afrique de succession coloniale française. Cette notion de laïcité, cette notion, elle est née en France de l'histoire, elle a une origine qui remonte bien plus loin qu'on ne le pense généralement, mais ce qui a été dit, je pensais faire des révélations, mais ça a été dit ce matin, en fait ça remonte bien avant la Révolution française. D'un certain point de vue, le gallicanisme a préparé le terrain. La volonté d'autonomiser l'Église de France par rapport à la papauté a préparé le terrain à une certaine forme de laïcité. La loi de séparation de 1905 a été plus ambiguë qu'on ne le croit généralement. La papauté, notamment, y a vu l'occasion d'augmenter son autorité sur l'Église de France et de revenir sur toutes les concessions qu'elle avait dû faire à Napoléon Bonaparte quand le Concordat avait été signé. Cette laïcité, elle est sortie des frontières françaises. On la retrouve dans un certain nombre de pays qui ont été soumis à la colonisation française, et notamment en Afrique. Étant entendu, mais cela aussi a été dit, j'avais prévu de l'évoquer avant même que ça soit l'un des thèmes de ce matin, elle s'applique dans un territoire, l'Afrique, où pendant longtemps, il y a eu une tradition d'acceptation des religions différentes. Alors faut-il employer le terme de tolérance? Certains ont vu dans le mot de tolérance un côté provisoire, qui effectivement y est sans doute, mais dans ce domaine, le provisoire parfois dure et c'est une bonne chose. Donc une tradition de tolérance qui existait dans les pays africains et qui s'exprime à travers notamment cette notion de laïcité. Alors pourquoi étudier cette notion de laïcité à travers les constitutions? Ça peut paraître surprenant parce que c'est un prisme un peu limité, les constitutions, textes de taille réduite, qui bien sûr dominent l'ordre juridique, mais qui en même temps, du point de vue du vécu des populations, n'a qu'une place un peu médiocre. En réalité, nous le savons, le rôle des constitutions évolue. Les constitutions ont été longtemps le texte qui organisait les pouvoirs publics. De ce point de vue-là, la Constitution de 58, sans déclaration des droits, est tout à fait révélatrice. Ce sont les rapports entre l'exécutif et le législatif, et puis quelques mots sur l'indépendance judiciaire. De plus en plus, les constitutions deviennent le lieu d'accueil des préoccupations des diverses catégories, des divers courants qui traversent la société. Dès qu'il y a une cause qui paraît un peu importante, dès qu'il y a un idéal dont on se réclame, on a envie que ce soit dans la Constitution. Et il faut le mettre dans la Constitution. Par exemple, l'environnement, on va le mettre dans la Constitution, l'égalité entre les hommes et les femmes, on va la mettre dans la Constitution, le respect des langues locales, l'autonomie des collectivités locales. On a l'impression qu'à partir du moment où une valeur est insérée dans la Constitution, elle bénéficie d'une sorte de sanctuarisation, elle est protégée par la majesté de ce texte, et d'un certain point de vue, la laïcité fait partie de ces valeurs que l'on trouve dans les constitutions, et de ce point de vue-là, ça reflète, de façon imparfaite bien sûr, mais ça reflète l'état d'esprit d'une société, étant entendu naturellement que cette laïcité qu'on trouve dans
dans toutes les constitutions de l'Afrique subsaharienne, sauf le Niger actuellement, mais c'est peut-être provisoire. De temps en temps, elle disparaît, la laïcité, mais elle revient quelques années plus tard dans un nouveau texte constitutionnel, donc ce n'est pas une présence irréfléchie, hasardeuse, c'est un thème de discussion, mais on la revoit toujours réapparaître. Bien sûr, cette laïcité, c'est pas la laïcité à la française. Ça a été dit et c'est évident. On pourrait reprendre à propos de la laïcité ce qui est dit à propos du français, la langue française. De même que la langue française, c'est une langue que nous avons en partage. De même, la laïcité, c'est une notion que nous avons en partage, c'est-à-dire que chacun peut l'utiliser selon son passé, selon ses convictions. Et c'est ce que je voudrais vous montrer en évoquant, dans un premier point, on se connaît les habitudes des juristes, en évoquant d'abord la diversité, la variété de ces laïcités telles qu'elles apparaissent dans les constitutions de l'Afrique francophone, et puis ensuite en évoquant quand même l'élément que cette laïcité a partout, qui est toujours présent, qui est cette idée, si on accepte le nom, mais peut-être à la fin du colloque, on trouvera un autre mieux adapté. En même temps, il y a quelque chose qui est toujours présent, c'est l'idée de tolérance, de liberté religieuse, de traitement égal de tous les individus, quelle que soit leur religion. Donc un premier point sur une laïcité multiforme. Cette laïcité multiforme, elle est clairement, nettement, j'oserais presque dire unanimement acceptée, même si vous ne l'avez pas tous remarqué, dans les constitutions de l'Afrique francophone. Elle est présente partout, sauf dans les constitutions du Maghreb, naturellement, des constitutions marquées par l'idée bien sûr, de présence de l'islam, de pays marqués par l'islam, mais malgré tout avec des formules qui défendent de façon très claire la liberté des cultes. C'est la formule au Maroc avec une phrase qu'on retrouve dans toutes les constitutions marocaines, de la première à la dernière. L'islam est la religion de l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes. Dans la même phrase, il y a les deux éléments. Il y a à la fois l'affirmation de la place de l'islam et l'affirmation de la liberté des cultes. En Tunisie, on connaît les idées du président Bourguiba, qui malgré tout présentait son pays comme un pays essentiellement musulman, même si à plusieurs moments il a voulu indiquer que ça ne devait pas être un obstacle au développement économique, mais pour autant, pays musulman, mais avec liberté de conscience, liberté des cultes, pourvu que cela ne trouble pas l'ordre public, vieille formule, qui a d'ailleurs disparu, remarquons-le. Il y a énormément de détails que vous trouverez dans mon texte, je n'évoquerai pas tous, mais enfin, on peut évoquer celui-là. La référence au risque de trouble à l'ordre public a disparu dans le texte de 2014, qui pourtant a été pris dans une ambiance où un certain nombre de partis se réclamant de l'islam réclamaient une place plutôt plus importante. Bon, c'est bien qu'en Algérie aussi, il y a affirmation de la liberté des cultes, dans le respect de la loi. C'est ce qui apparaît dans la Constitution de 2016. La Constitution de Mauritanie, pour en finir avec les pays du Maghreb, présente une espèce de paradoxe, à la mesure où c'est la Constitution qui est la plus proche de la Constitution française, avec une vie politique qui est un tout petit peu différente quand même, mais en même temps qui se réclame de l'islam de la façon la plus nette, notamment la liberté de conscience, le droit de pratiquer sa religion est affirmé, oui, mais sous les réserves imposées par l'ordre public et la moralité. Et on sait bien que par le biais de la moralité, des exceptions un peu importantes peuvent figurer. En revanche, quand nous arrivons au pays de l'Afrique subsaharienne, là, on trouve cette notion de laïcité présente partout, à partir de la reprise. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis assez hostile à l'idée de mimétisme constitutionnel. Les constitutions africaines sont souvent très originales, avec une vie constitutionnelle très forte, avec un certain nombre d'innovations qui ont été introduites dans la Constitution française bien après les constitutions africaines. Donc ce n'est pas les constitutions africaines qui, dans ce domaine, ont pris la France comme modèle. Malgré tout, c'est vrai que sur ce point, la phrase que l'on trouve dans le premier article de la version française de 1958, cette phrase, on la retrouve avec des variantes. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Il y a toute une série de variantes que vous trouverez. Oui, je vous ai fait distribuer, du moins j'en avais apporté une vingtaine d'exemplaires, vous êtes trop nombreux malheureusement pour l'avoir tous eu. Le texte de mon intervention, vous trouverez toute une série de détails qui m'auraient conduit à tenir 1h30, ce qui aurait risqué d'agacer un peu notre président. Donc le détail, je le passe. Oui, remarquons-le, il y a des formules dans ces constitutions qui sont des formules que l'on trouve dans toutes les constitutions et dont on a l'impression qu'elles sont là parce qu'elles vont de soi, hein, parce que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Hein. Ça y est, dans toutes les constitutions, on le retrouve toujours. Il n'est pas sûr que ce soit quelque chose de très réfléchi ni de très débattu. En revanche, la laïcité, c'est quelque chose de débattu. On en parle chaque fois qu'il y a une révision constitutionnelle, et Dieu sait combien il y en a eu de ces constitutions africaines. Chaque fois, on se pose la question, et très généralement, on décide de le mettre. On l'a vu notamment pour la constitution, nous avons des amis sénégalais ici, dans la constitution sénégalaise de 2000, pardon. Le président Wade était hostile à la présence de la laïcité dans la Constitution. C'est la Commission qui a convaincu, ce qui n'était pas toujours très facile, le président Wade qu'il fallait, que ce n'était pas du tout contre l'islam, mais que c'était une valeur qui convenait de faire figurer dans la Constitution, et le terme est bien présent. Dans d'autres pays, à Madagascar par exemple, la laïcité a disparu, d'ailleurs pas sous l'influence des musulmans, mais sous l'influence des églises chrétiennes. Elle a disparu dans le texte de 2007, elle est réapparue dans le texte de 2010. Et c'est au Niger actuellement où il n'y a pas, le terme ne figure pas, mais pour autant il y a une formule concernant la liberté religieuse. Évidemment, cette présence du terme de laïcité ne doit pas tromper. Ça ne signifie pas, comme en France, une certaine indifférence à l'égard de la religion. L'État ne s'occupe pas des religions, en tout cas c'était l'idée en 1905, avec un certain anticléricalisme à l'égard de la religion catholique. Ça ne veut pas dire que dans la Constitution, il n'est pas fait allusion à la religion et à la place que tient la religion. C'est une laïcité, si j'ose dire, à l'africaine. Hein. Notamment, il y a beaucoup de développement dans la plupart des constitutions sur l'enseignement religieux et en tout cas l'enseignement privé, avec des formules plus ou moins explicites. Les pays où ces formules sont les plus générales, c'est le Burkina Faso et le Congo. Dans d'autres pays, on explique que l'État reconnaît l'enseignement privé confessionnel. C'est au Togo. Là où les formules sont les plus favorables à l'enseignement religieux, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal, avec rattachement de cet enseignement aux communautés religieuses. De même, enseignement, communautés religieuses, institutions religieuses, les confréries notamment, mais pas seulement. Ça se trouve également dans les constitutions. On explique qu'ils ont des droits. Les deux pays où ces communautés sont le mieux traitées, où elles trouvent dans la Constitution la place la plus importante, c'est à Madagascar et au Sénégal. Madagascar, où les dignitaires ecclésiastiques, notamment catholiques et protestants, jouent un rôle traditionnellement pour en finir avec certaines crises. Et pour ce qui est du Sénégal, il y a de très longs développements sur les confréries religieuses, ces confréries, on en a parlé, qui jouent un rôle important et qui sont en fait, le recteur Lourdes l'a rappelé, un obstacle à l'intégrisme dans la mesure où elles jouent un rôle d'encadrement des populations et elles font obstacle aux immixtions venant de l'extérieur. La formule de la Constitution sénégalaise, ces confréries gèrent et administrent leurs affaires de manière autonome. Dernier élément, le serment. Dernier élément s'agissant de la place de la religion, le serment. Dans la plupart de ces constitutions, il y a un serment prêté par le président de la République et dans la majorité presque toutes les constitutions, il y a un serment. La majorité de ces serments, ça se fait au nom de Dieu. Donc c'est la présence de Dieu qui est évoquée par le président. La formule est évidemment une formule un peu rituelle, hein, mais auquel on fait attention. Notamment, c'est le Bénin, oui, qui a une formule assez curieuse, hein, au nom des dieux et des mânes des ancêtres. Hein. Le rapprochement est un peu singulier. Ça a dû paraître singulier au président Kérékou, qui n'a prêté serment qu'à Dieu. La Cour constitutionnelle rappelait à l'ordre, non, hein, vous prêtez serment à Dieu et aux mânes des ancêtres. Il a dû refaire son serment. Parfois, au Tchad notamment, il y a un problème. La constitution, le serment du président de la République est au nom de Dieu, mais les serments des ministres sont au nom d'Allah. Hein, et on a vu des ministres refuser
de prêter serment. La scène se trouve sur on le trouve sur la toile, et le ministre arrive et prête serment au nom de Dieu. On le reprend en disant, vous devez prêter serment au nom d'Allah. Bon, il recommence au nom de Dieu. Bon, finalement, ça a été accepté. Deuxième point dont je voulais vous parler, donc une diversité dans cette notion de laïcité. Je ne prétends pas qu'avec les constitutions, on a la totalité de la vision de la laïcité telle qu'elle peut exister dans ces pays, mais disons que dans le temps qui m'est imparti, c'est évidemment les petits éléments que je peux apporter à votre réflexion, et nul doute que le débat après permettra d'aller beaucoup plus loin que les seuls textes constitutionnels. Il y a en tout cas, malgré tout, un élément commun à tout ça. Cet élément commun, c'est naturellement prenons ce terme provisoirement, la tolérance. Avec toute une série d'obstacles constitutionnels aux atteintes à la laïcité, notamment, premier obstacle, l'interdiction des partis confessionnels. Vous trouvez ça à peu près partout. Le multipartisme s'instaurait à la faveur de la transition démocratique, et donc on trouve à peu près partout, y compris d'ailleurs dans les pays du Maghreb, là ils rejoignent, si j'ose dire, le convoi, on trouve l'interdiction des partis constitués. Alors, il y a trois éléments dont le regroupement peut paraître un peu singulier. Pas de partis. Alors, les formules sont diverses, sur une base, avec un idéal, etc. Mais enfin, on voit bien, pas de parti religieux, premier aspect, et on voit bien qu'il y a une volonté de lutter contre l'intégrisme. Deuxième aspect, pas de parti constitué sur une base ethnique, et on voit bien également l'idée, il s'agit d'éviter que les diverses ethnies entre lesquelles se partagent ces pays sur la base des frontières coloniales ne viennent mettre en péril l'unité de ces États en cours de constitution, mais enfin qui commence à devenir relativement solide. Et puis le troisième élément qui est à peu près toujours présent, pas de parti religieux, pas de parti ethnique, pas de parti régionaliste. Et là, bon, pour nous, pour lequel le régionalisme, après tout, c'est une valeur qui n'a pas un caractère trop négatif, pour eux, dans ces pays qui, effectivement, se méfient de tout ce qui peut être élément d'éclatement, c'est un élément qu'ils décident d'éviter. Alors les formules sont diverses, oui, pas de parti sur une base religieuse, vous avez les numéros des articles, pas de parti ayant un caractère religieux. À Madagascar, les partis doivent rester éloignés tant du totalitarisme que du ségrégationnisme confessionnel. Au Maroc, prohibition d'une base confessionnelle. À Tunis, dans le cadre de la dernière constitution, les partis, les syndicats et les associations s'engagent à respecter cet aspect. Donc, premier aspect, pas de parti confessionnel. Deuxième aspect, deuxième obstacle à tout ce qui peut être atteinte à la laïcité, on l'a dit d'ailleurs, l'égalité entre les citoyens. Égalité entre les citoyens, sans aucune exception, fondée notamment sur une notion d'appartenance confessionnelle, et nous aurons l'occasion de le dire dans un instant, je vais le dire tout de suite. C'est l'une des principales dispositions qui donne lieu à un contentieux constitutionnel. Ailleurs, interdiction de la religion à des fins politiques ou à l'embrigadement des consciences et du fanatisme religieux, ça c'est le Congo-Brazzaville. Pas de propagande incitant à la haine religieuse, interdiction de se prévaloir de la religion pour se soustraire à des obligations dictées par l'intérêt général, c'est le Mali et le Tchad. Bon, je vous épargne toutes ces variantes. Bon, on voit bien que cette notion qui paraît un peu ancienne en France, de laïcité, est utilisée pour faire obstacle à l'intégrisme, au terrorisme, et nous savons que c'est un véritable péril. On dirait que c'est une barrière de papier, il y a quelque chose qui est d'une autre force. Le papier n'arrête pas les kalachnikovs. Ça correspond à l'idée qu'on peut malgré tout affirmer certains idéaux. Et de fait, il y a toute une activité des cours constitutionnelles africaines, de mieux en mieux connue, mais qui n'a pas encore en France tout le retentissement qu'elle mérite, qui montre la volonté de faire respecter la Constitution, de permettre aux citoyens d'utiliser la Constitution
pour faire valoir leurs droits. Notons-le au passage, et nos amis africains le font remarquer avec une légère ironie, en Afrique, bien avant, en Afrique subsaharienne française, bien avant la France. Bien avant la France, c'est-à-dire que depuis les années 2000 et même auparavant, les citoyens peuvent s'adresser à la Cour constitutionnelle et dire telle loi n'est pas constitutionnelle, et dans le cadre d'un procès notamment, telle loi n'est pas constitutionnelle et donc je ne veux pas qu'on me l'applique, et la Cour effectivement annule la loi. Et, alors c'est très variable selon les pays. Le pays où ça marche le mieux, et c'est là que je vous fournirai le plus de jurisprudence concernant le respect de la laïcité, c'est le Bénin, naturellement, avec plus de 3000 décisions depuis une vingtaine d'années. Les autres pays ont un nombre de décisions moins important, mais malgré tout, il y a une activité, et les citoyens peuvent s'en réclamer. C'est vrai que s'agissant de décisions concernant la protection de la laïcité, j'ai trouvé essentiellement le Bénin et une seule décision. C'est en dehors du Bénin, c'est la Cour constitutionnelle, la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar. On avait reproché au président de la République d'avoir confié au Conseil œcuménique des Églises chrétiennes le soin d'être le maître d'œuvre du processus de réconciliation nationale, alors qu'il y avait par ailleurs un conseil de réconciliation. Et donc, dans le cadre d'une procédure contre le président, on avait notamment évoqué cela en disant qu'il n'avait pas respecté la laïcité. Il y avait d'autres raisons de rappeler à l'ordre le président, et la Cour constitutionnelle n'a pas utilisé cet argument. Pour ce qui est du Bénin, il y a effectivement, bon, c'est pas énorme, enfin, c'est le début, puis c'est vrai que c'est pas très fréquent d'aller rechercher dans la jurisprudence de ces cours constitutionnelles, il y a à peu près une dizaine d'affaires dans lesquelles on voit la Cour se prononcer sur le fait que la laïcité a ou n'a pas été respectée. Elle est généralement prudente, un peu comme toutes les cours constitutionnelles évitent de mettre le désordre dans le pays. Je vous cite, oui, oulala. Il me reste une minute, je crois. Bon, vous trouverez toutes ces décisions à la fin de mon propos. Ça concerne essentiellement des problèmes entre les cultes traditionnels et les nouvelles religions chrétiennes, où de temps en temps, les tenants des cultes traditionnels considèrent que les catholiques, les protestants doivent malgré tout rendre hommage au culte des ancêtres, sinon ça risque de porter malheur au village. Et naturellement, les tenants de ces communautés chrétiennes protestent, et habilement, la Cour constitutionnelle tranche, oui, il ne faut pas, oui, c'est pas grave. Et puis également, parfois, entre membres d'une même religion, des pasteurs entre eux, etc., etc. Je vous épargne tout cela, bien que je trouve que ce n'est pas tout à fait inintéressant, mais vous le trouverez dans le détail. Pour conclure, c'est vrai que la laïcité peut apparaître comme très menacée en Afrique, notamment en Afrique francophone. Bon, sans doute l'est-elle, avec la montée des religions dans ce continent, et d'ailleurs à peu près partout dans le monde. Bon, pour autant, elle a des défenseurs, cette laïcité, des défenseurs qui souhaitent garantir sa pérennité. Et certains ont suffisamment confiance dans la force des constitutions pour s'en remettre à ces constitutions, en y introduisant justement une disposition interdisant notamment de remettre en cause la laïcité dans le cas d'une révision constitutionnelle. Ça, c'est une nouveauté depuis quelques années. On voit en fin de constitution, il y a des choses auxquelles on ne pourra pas toucher. Alors en général, c'est la forme républicaine ou démocratique de l'État, c'est le nombre de mandats du président de la République, et bien souvent également la laïcité. Et c'est révélateur à la fois de l'attachement à ce principe et de la confiance dans cette garantie. C'est révélateur que la majorité des nations que nous avons étudiées se soient ralliées à cette précaution. Il y a quelques années, d'ailleurs, le président Macky Sall a voulu introduire cette disposition dans la Constitution sénégalaise, et il y a eu une opposition en disant on ne sait jamais, peut-être qu'un jour on voudra renoncer à la laïcité. Et donc il n'a pas pu introduire, bien que son autorité soit forte, il n'a pas pu introduire cette disposition comme étant une disposition à laquelle on ne pourrait pas toucher. Finalement, la laïcité n'est pas un enjeu insignifiant en Afrique, bien au contraire, et je crois qu'elle dispose de défenseurs à la fois nombreux et ardents. Merci. Bien, merci pour cette communication et pour l'exactitude
au chronomètre. Sans tarder, donc, on donne la parole à M. Philippe Aono qui va nous parler donc, de l'État et les nouveaux mouvements religieux au Cameroun, entre ordre et désordre. Je crois que c'est la prochaine, ça ira. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole pour présenter ma communication sur l'État et les nouveaux mouvements religieux au Cameroun, entre ordre et désordre. Alors, c'est une communication qui est, sur le plan conceptuel, adossée justement sur un regard de politiste, puisque je suis politiste. Et il faut dire d'entrée de jeu que la dialectique de l'ordre et du désordre, en sciences politiques, structure beaucoup de catégories analytiques. Donc, ça revient dans pas mal d'analyses, la dialectique de l'ordre et du désordre, au point que parfois, ça devient quelquefois rébarbatif, mais ce n'est pas toujours insignifiant. La question des nouveaux mouvements religieux au Cameroun, et même en Afrique, m'oblige à souscrire à quelques principes, ou plutôt des précautions scientifiques, du point de vue épistémologique, parce qu'on manipule quand même des concepts qui sont à la fois sensibles et différemment ancrés culturellement en Afrique. Et cela exige une certaine rupture épistémologique d'une part, et d'autre part, une certaine neutralité axiologique. Ce d'autant plus que moi qui fais une présentation, j'appartiens aussi à une religion et que ça peut quelquefois induire des biais, donc il faut me prémunir de ces précautions scientifiques-là. Mon travail part de 3 constats, ou si vous voulez, 3 anecdotes qui m'ont directement inspiré lorsqu'il m'a été demandé de réfléchir sur cette question. La première anecdote, c'est il y a de cela 10 ans, dans la région de l'Ouest, au Cameroun, on a vécu une scène un peu amusante où un sous-préfet a été obligé d'intervenir parce que un monsieur, à l'occasion d'une campagne de vaccination, avait refusé que ses enfants soient vaccinés parce que, justement, disait-il, sa religion était contraire au vaccin. Et il ne fallait pas vacciner les enfants. Donc, on a dû faire intervenir la gendarmerie, et le sous-préfet a dû faire intervenir la gendarmerie pour obliger, puisque c'était quand même une question de santé publique, pour obliger ce monsieur à accepter que ses enfants soient vaccinés. La deuxième anecdote, celle-là, je l'ai vécue personnellement en 2015, alors que je suis à l'entrée de l'hôpital général de Yaoundé. J'attendais quelqu'un qui devait me conduire à une salle où j'allais rendre visite à un malade. Et quand je me retourne, je vois à peu près 60-70 personnes alignées devant une boutique. Elles allaient acheter de l'eau minérale. Mais j'étais impressionné par le nombre de personnes qui allaient acheter de l'eau minérale et ça a attiré mon attention. J'ai observé la scène pendant 10 minutes. Alors, il s'est trouvé que ces personnes allaient acheter de l'eau parce qu'elles sortaient d'une église dite de réveil, donc classée dans la catégorie des nouveaux mouvements religieux. Et ils sont tous rentrés dans cette église-là. Et moi, j'ai bien voulu en savoir un peu plus. Je ne vous cache pas que je suis rentré dans cette église, mais je n'avais pas ma bouteille d'eau. Donc, j'y suis resté pendant 10 minutes et le prédicateur avait un petit verre comme celui-ci dans lequel il y avait un liquide noir. Il prenait une goutte qu'il mettait dans chaque bouteille d'eau et c'est avec un respect indescriptible que ces personnes reprenaient la bouteille. Et ça a attiré mon attention. À la fin, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le monsieur qui devait m'accompagner à l'hôpital, je lui ai fait un message, c'est un camarade, il est venu, il a vécu la même scène avec moi. On n'a pas pu résister, on a commencé à rire. Donc, tout de suite, ils ont su qu'on était étrangers. Et quand ils ont commencé à regarder, on est sorti. On est finalement parti rendre visite aux malades. La troisième anecdote, c'est en 2017, un sous-préfet, puisqu'on parle de l'ordre et du désordre, qui avait pris un acte d'interdiction
de certains mouvements nouveaux, des églises réveillées dites classées dans la catégorie des nouveaux mouvements religieux. Et il a reçu des instructions pour annuler ces actes. Et on s'est rendu compte plus tard que les instructions provenaient du fait que dans d'autres villes, certains hauts responsables appartenaient à ces nouveaux mouvements religieux. Pour voir un peu le rapport entre l'ordre et le désordre. Ça, c'est du point de vue anecdotique. Du point de vue théorique, ce travail est adossé à la fois sur les travaux sur la rationalité, donc je pense à Friedberg, et à la fois sur des travaux sur le constructivisme, puisqu'il y a là un vrai enjeu de construction de la réalité. À côté de cela, je suis obligé de faire quelques précisions conceptuelles parce que, au fond, ce n'est pas parce que j'ai mis nouveau mouvement religieux que le terme nouveau mouvement religieux est définitivement consacré en sciences sociales. C'est encore fortement discutable, même si l'école sociologique anglaise a proposé justement cette terminologie qu'elle considère comme une terminologie neutre à côté des termes comme secte, nouvelle religion ou plutôt nouvelle religiosité. Donc, on n'est pas tout à fait d'accord aujourd'hui sur ce que c'est un nouveau mouvement religieux, mais on retient cette terminologie qui nous semble un peu neutre. Une fois que ces éléments préalables sont présentés, je commencerai par vous présenter le cadre juridique même qui essaye de structurer le fonctionnement des religions au Cameroun. Alors, il faut dire qu'à la faveur de ce qu'on a appelé les vents de l'Est, donc dans les années 90, avec l'arrivée en masse des démocratisations, des vents de démocratisation en Afrique, le Cameroun a pris une loi en 90, une loi sur les libertés, et c'est cette loi-là qui jusqu'à aujourd'hui structure l'action des religions. Donc, si cette loi-là a permis à des religions comme l'Église catholique ou plutôt l'Église protestante de s'implanter, elle a aussi ouvert le champ à ces nouveaux mouvements religieux, au point qu'aujourd'hui, on en dénombre à peu près un demi-millier. Et il faut préciser que sur près d'un demi-millier, il n'y en a que 47 qui sont déclarés. Et je vous expliquerai plus tard comment les autres font pour fonctionner, puisqu'on remarque que lorsqu'il y a des contrôles, on est parfois dans l'impossibilité de les sanctionner, puisqu'il y a désormais un système de franchise. Un pasteur est capable de vous dire que je suis une franchise de telle église qui est reconnue. Il vous présente des documents qui vont avec, donc ça devient très compliqué. Donc, ce vent de libéralisation a ouvert le champ au fonctionnement de ces nouveaux mouvements religieux, au point qu'aujourd'hui, on constate un vrai désordre qui est produit par ces nouveaux mouvements religieux. C'est quoi la caractéristique? Comment est-ce qu'on peut caractériser ce désordre-là? La première chose qu'on peut dire sur ce désordre, c'est la nuisance sonore. Puisque finalement, ça peut paraître amusant, mais c'est des églises qui s'implantent au mépris parfois du plan d'urbanisation, qui s'implantent parfois dans des domiciles privés, au mépris de la vie, du respect du voisinage. Et comme les autorités peinent souvent à réagir, finalement, les populations font avec. Mais c'est un vrai enjeu de sécurité publique. Autre chose, c'est sur le plan médical, comme je disais tout à l'heure. Vous avez des gens qui perdent de la vie parce que le pasteur, ou plutôt leur leader au niveau de leur église, leur aurait dit « De toute façon, vous ne trouverez pas la santé à l'hôpital, il n'y a que Dieu pour vous guérir. » Donc, le rapport au sacré, aujourd'hui, est plus qu'une simple question de religion, mais devient une vraie question sociale. La troisième chose qu'on peut dire sur ces religions-là en termes de désordre, c'est qu'elles sont devenues un refuge pour les déclassés sociaux. Donc,
je disais tout à l'heure que c'est un exercice de science politique, c'est aussi à la fois un exercice de sociologie des mouvements sociaux et de politique publique, parce que j'expliquerai tout à l'heure un peu la trajectoire de qui sont les adeptes de ces mouvements religieux, et qui sont même les leaders, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, il y a l'un des ordres qui se produit parce que les gens mobilisent le rapport au sacré pour capter le plus d'adeptes en jouant sur une fenêtre d'opportunité. C'est quoi la fenêtre d'opportunité? La fenêtre d'opportunité, c'est que le discours aujourd'hui mis en avant par ces leaders religieux, c'est que l'État a échoué sur un certain secteur, un certain nombre d'activités, et qu'il y a une espèce de messianisme à travers lequel on peut rassurer les populations en leur disant « Ok, l'État n'a pas pu faire ci pour vous, moi je reviens avec une nouvelle vision des choses, plus pour vous rapprocher de Dieu, qui, entre guillemets, ferait des choses pour vous. » Donc là, on capte des masses, on capte des adeptes qui vont finalement faire grandir le mouvement, et ça va créer une véritable prolifération de ces nouveaux mouvements religieux dans la société. Comment est-ce que l'État réagit face à tout cela? On parlait de dialectique de l'ordre et du désordre. Il faut dire que la réponse de l'État est souvent très, très lente, mais alors très lente. Souvent, les gens se plaignent, les voisins se plaignent, les familles se plaignent. Les familles se plaignent parce qu'il y a des parents qui sont incapables de conduire leurs enfants à l'hôpital parce qu'ils se seraient retrouvés dans ces mouvements religieux. Et ça crée tout un ordre de discours. Donc, ceux qui vous forceraient à aller vous soigner parce que vous êtes dans une situation, vous avez des problèmes de santé, et on vous dit non, il faut aller vous soigner. Ceux-là sont désormais qualifiés avec un vocabulaire qui est propre à ces nouveaux mouvements religieux, avec des termes, vous êtes démon, vous êtes du monde, vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas encore né, il faut que vous renaissiez pour pouvoir comprendre un peu cette dynamique de la foi-là. Ça crée un vrai problème de société auquel l'État peine toujours à produire une solution, pour deux raisons. Première raison, c'est que il arrive, comme je le disais d'entrée de jeu, que dans ces mouvements-là, qu'on trouve des personnes qui, sur le plan social, n'ont en principe aucun problème, donc de hauts responsables, qui, eux, vont être la barrière, ou plutôt la protection, si jamais il y avait une intervention publique pour, je ne sais pas moi, déloger une église, ou plutôt la fermer complètement. La deuxième raison, c'est que il y a un discours au Cameroun, du point de vue du droit, qu'on appelle la tolérance administrative. Donc, pour des raisons de tolérance administrative, on va donc laisser ces nouveaux mouvements religieux travailler au motif que tant qu'ils ne dérangent pas, entre guillemets, ça c'est un peu le discours politique, tant qu'ils ne dérangent pas, il n'y a pas de problème. C'est souvent ce qu'on dit. Et donc, ça amène à réfléchir sur les différentes raisons pour lesquelles, d'abord, les gens se retrouvent là-bas, ensuite, les raisons pour lesquelles l'État agit péniblement. Donc, ça m'amène à parler, pour l'instant, du profil de ces leaders religieux. Alors, il faut savoir que pour être leader religieux, là je parle des églises traditionnelles, c'est presque un métier, c'est-à-dire qu'il faut au moins suivre une formation en théologie, il faut avoir un certain nombre de connaissances, il faut avoir minimalement un bac ou une licence. Mais quand on observe ce que les sociologues appellent la prosopographie, donc les parcours de vie de ces leaders religieux, c'est vraiment très varié. Mais ce qui ressort très souvent, c'est que c'est des gens qui n'ont pas une trajectoire sociale régulière. Il peut arriver que ce soit d'anciens prisonniers,
et qui vous disent que c'est pendant qu'ils étaient en prison qu'ils ont eu, entre guillemets, la révélation qu'ils apporteraient à la société un nouveau souffle. Il peut arriver que ce soit d'anciennes prostituées, entre guillemets, qui vont vous expliquer quels sont le modèle sur lequel il faut s'accrocher pour comprendre qu'on peut changer dans la vie. Et ça capte des masses, évidemment, les masses fragiles. Donc, voilà un peu le profil de qui est leader religieux dans ces nouveaux mouvements religieux-là. Et ça permet de présenter aussi le profil de qui est adepte. Très souvent, quand vous rentrez dans ces nouveaux mouvements religieux, vous vous rendez compte que les personnes qui sont adeptes ont au moins un problème. S'il n'est pas un problème professionnel, il va être un problème psychologique, il va être un problème physique. Et là, on leur apporte, ou plutôt on leur donne l'illusion d'une probable guérison pour ceux qui sont malades ou pour ceux qui sont en recherche de travail. On leur donne l'impression qu'en rentrant dans ce mouvement, on va créer un rapport à Dieu qui va faciliter les choses. Alors, la conséquence sur le plan social, c'est que les populations ne peuvent plus, ou alors ne comptent plus véritablement sur l'État. Ces leaders religieux règnent en maître avec toute une série de noms qui sont de nature à vraiment attirer. Je vous en donnerai quelques-uns. Vous avez par exemple quelqu'un qui décide de surnommer son église Jésus sauve et guérit. Ça, c'est assez fort pour, évidemment, les masses fragiles. Ou quelqu'un qui vous dit, il y a une église une église classée dans ces catégories-là qui est très célèbre au Cameroun, dont le nom c'est Va et raconte. Donc, on sent dans le mouvement une volonté de toujours capter, c'est-à-dire que ceux qui viennent ont, n'est-ce pas, la possibilité d'aller raconter, évidemment, à des masses extrêmement fragiles aussi, j'insiste là-dessus, qu'elles sont dans une nouvelle religiosité qui produit, entre guillemets, des miracles, et que ces personnes qui seraient en situation sociale difficile gagneraient à y venir. Lorsque je parlais tout à l'heure du profil des dirigeants, puisque je parlais de la question de la formation, aujourd'hui, on les appelle comme on appellerait toute personne qui, dans ce milieu, qui est véritablement formée, pasteur, révérend, docteur. Mais beaucoup plus avec le titre de docteur, parce que on ne sait trop par quelle alchimie ces personnes-là finissent par s'octroyer le titre de docteur en théologie, il faut préciser, docteur en théologie. Donc, elles exigent de se faire appeler docteur, parfois révérend docteur. Ça crée dans l'imaginaire collectif un sentiment de refuge, un sentiment de solution, un sentiment disons même de succès pour ceux qui estiment n'avoir pas trouvé de solution avec l'État. Le désordre qui en résulte est d'abord un macro-niveau qui est la famille. C'est qu'aujourd'hui, on ne compte pas le nombre de familles qui se disloquent, qui se divisent, parce que un tiers de la famille est rentré dans ces nouveaux mouvements religieux et que ça crée des tiraillements avec l'autre partie de la famille qui n'y est pas rentrée. Un deuxième niveau de désordre, c'est celui de la stigmatisation et des perceptions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a comme une animosité entre ceux qui stigmatisent à tort ou à raison. Je parlais tout à l'heure des nécessités d'une distance avec ces questions parce qu'on peut aussi stigmatiser à tort. Rien ne dit que c'est forcément des mouvements qui sont nocifs pour la société. Mais cette stigmatisation-là crée une espèce de désordre social que j'ai appelé
dans mon travail, un chaos social lent. Pourquoi j'appelle ça chaos social lent? Parce que au fur et à mesure, cela va s'ancrer dans les esprits, cela va s'ancrer dans la manière dont les citoyens voient la société, donnant l'impression qu'il y a une société parallèle qui se crée sur la base de la foi. Donc voilà ce qui est du désordre que produisent les nouveaux mouvements religieux au Cameroun. Par rapport à ce qui est de l'ordre, j'ai bien précisé ici qu'à la faveur de la libéralisation dans les années 90, il y a un cadre juridique qui a été mis en place, notamment à travers la loi sur les associations. Mais je voudrais réfléchir un peu sur l'actualité de ce cadre juridique au regard des dérives qu'on observe aujourd'hui. Il faut dire d'entrée de jeu que c'est un cadre juridique qui est suffisamment dépassé parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on dénombre aujourd'hui à peu près un demi-millier d'églises de réveil sur lesquelles il n'y en a qu'une cinquantaine, 47 précisément, qui sont immatriculées et donc qui sont reconnues. Et le véritable problème aujourd'hui, c'est que au rang des priorités des pouvoirs publics, la question des nouveaux mouvements religieux apparaît très peu. Pour quelle raison? Parce que je parlais tout à l'heure des fenêtres d'opportunité. Ces mouvements-là viennent sonner d'une part comme une fenêtre d'opportunité, mais d'autre part combler une attente sociale à laquelle l'État n'a pas pu produire une réponse. Qui me fait conclure que tant que l'État n'a pas considéré, à travers des politiques publiques efficaces, la question du désordre que produisent les nouveaux mouvements religieux comme une question sérieuse, l'État pourrait, de manière passive, encourager ces leaders. Je ne sais plus combien de minutes il me reste, Monsieur le Président. Encourager ces leaders-là. Et le Cameroun, qu'on dit souvent être un pays dans lequel les conflits sociaux ne peuvent pas émerger du fait de la multiplicité ethnique, ce pays-là risque de devenir justement ce pays où le chaos social lent qui s'orchestre actuellement à travers ces nouvelles religiosités, ces nouveaux mouvements sociaux, risque de prendre forme et montrer effectivement que le droit aujourd'hui est dépassé et donc le désordre le désordre l'emporte sur l'ordre. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur Avono pour cette conférence. On ne peut pas s'empêcher à tort ou à raison, mais vous ne l'avez pas vous-même évoqué, donc il y a certainement des bonnes raisons, d'y voir un processus proche du phénomène sectaire. Inexorablement ici, quand même, dans ce que vous décrivez, faiblesse psychologique, situation difficile, position quasi de gourou. C'est vrai qu'on peut faire des parallèles, alors peut-être qu'ils sont un peu hasardeux et un peu avancés à ce stade, mais ça affleure dans mon esprit. Bien, je propose d'ouvrir le débat et les échanges, si vous voulez bien, sans vouloir être trop directif, s'autodiscipliner pour poser des questions un peu identifiées et ramassées et encourager, bien sûr, mais j'en suis certain, les conférenciers à faire aussi des réponses concises. Merci d'avance. On peut faire toutes les questions. Vous voulez? C'est bon, je peux y aller. Alors, merci, je suis étudiant du DU et je prends spontanément la parole comme mes compatriotes sénégalais ce matin. Dès qu'on parle de laïcité, nous, on est frénétique parce que c'est un thème, un concept qui nous tient beaucoup à cœur, qu'on vit tous les jours. Et je pense que c'est une contribution plutôt que la laïcité dans l'Afrique francophone. J'ai bien apprécié, je commencerai d'abord par féliciter les deux orateurs pour leur brillant exposé, qui ont été vraiment très fouillés, très pertinents. Mais je crois qu'en Afrique, on gagnerait beaucoup à visiter encore l'Afrique d'avant les colonisations, c'est-à-dire l'Afrique de l'Antiquité, parce que j'aime à le rappeler, la laïcité, beaucoup de principes en Afrique
ont été établis depuis Soundiata Keïta, c'est-à-dire depuis la première constitution qui malheureusement n'a pas été écrite, elle a été transcrite par la tradition orale, par les griots, mais qui a posé les termes de beaucoup d'organisations dans la société que nous vivons. Et ce matin, mes compatriotes ont pris la parole avec beaucoup de pertinence et ont rappelé qu'au Sénégal, on a un modèle de laïcité qui peut, sans prétention, donner des leçons au monde, parce qu'on bénéficie d'un état de grâce. Et cet état de grâce, ça repose sur le cousinage à plaisanterie qui a été institutionnalisé par Soundiata Keïta. Et du coup, dans une même famille chez nous, vous trouvez un catholique et un musulman. Je pense qu'en Afrique francophone, on devrait revisiter nos traditions et puis le partager dans ce grand pays qui est entre crochets, qui est la francophonie. Et en revenant sur l'exemple du président Wade, s'il n'a pas voulu qu'on mette la laïcité, c'est qu'il a été le président le plus spontané, le plus proche du peuple. C'est quelque chose qu'on vit. C'était comme si c'était un peu comme on dirait un non-sens de revenir sur quelque chose, une évidence. Il ne voulait pas qu'on parle d'une évidence, c'était sa conception. C'était quelqu'un qui était comme ça, naturellement spontané. Et pour revenir c'était pour illustrer, sur la grâce qu'on vit au Sénégal, on en bénéficie tellement que même les charlatans entre crochets qui vivent de la foi des autres, ils sont bernés. Parfois, il y en a qui viennent se convertir au christianisme pour gagner des sous et le lendemain, ils vont à la mosquée, ils se convertissent en musulmans parce qu'ils sont dans la laïcité. C'était quelques illustrations. Merci pour faire court. Merci. Oui, merci, monsieur. Juste un petit mot pour dire qu'il y a effectivement en Afrique tout un retour à la tradition. Au moment des indépendances, l'idée c'était la tradition, il faut l'écarter, la tradition s'est dépassée, le colonisateur a maintenu des pratiques archaïques pour nous maintenir dans un état de sous-développement, dénonciation des chefs traditionnels présentés comme des collaborateurs, des collabos, dénonciation du droit traditionnel, mise en place de codes modernes. En fait, mort du mariage africain, comme a dit le premier doyen de la faculté de droit de Dakar, qui était français, en réalité, tout ça a survécu, les traditions ont survécu, les chefs traditionnels ont toujours un rôle très important, au point que maintenant, on les trouve, dans ce qui m'intéresse, les constitutions, on fait appel à eux dans le cadre électoral. Vous dites que le président Wade était près du peuple, le président Wade était notamment près des Mourides, et on sait que au lendemain de son élection, il est allé voir le chef mouride pour manifester. Et c'est vrai que les chefs religieux ont longtemps eu un rôle important dans les élections. On a au Sénégal, à travers les Niguey. Maintenant, ça a un peu baissé. En tout cas, ce que vous dites est exact. Il y a un retour à la tradition qui est un élément qui peut effectivement faire obstacle à ce qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire l'intolérance religieuse, et qui a tendance à apparaître sous l'influence d'éléments extérieurs, mais les valeurs traditionnelles sont un obstacle à cette intolérance. Une question, M. Abono. Quel est le pourcentage estimé de la population qui appartiendrait aux églises dont vous parlez? Et est-ce qu'il y a une compétition entre elles et quelle forme prend-elle? Alors, on estime aujourd'hui à 35-36% ces églises-là, ces nouveaux, je préfère parler de nouveaux mouvements religieux. Et effectivement, il y a beaucoup de compétition. Et c'est ça c'est-à-dire que c'est un autre effet de désordre, en fait. Il y a beaucoup de compétition dans la mesure où il y en a qui estiment, je parlais tout à l'heure de la question de la formation, il y en a qui estiment que, en tant que leader de ces mouvements-là, ils sont mieux formés que d'autres. Je vous prends un exemple très simple. Il y a quelqu'un, et ça c'est un exemple assez fort, quelqu'un qui était enseignant d'université au Cameroun et qui a eu des problèmes avec la fonction publique, qui est sorti de l'université et c'est devenu son activité favorite. Et donc, dans ses prédications, il indique
qui n'est même plus au niveau, je parlais tout à l'heure de révérend docteur, ou plutôt de docteur, des titres qui s'arrogent. Il indique qu'il n'est plus à ce niveau-là. Pour vous dire après, à peu près quel nom on utilise pour capter les gens. Il dit qu'il est général. Et pour parler des conflits, puisque vous demandez s'il y a une conflictualité entre les églises, il estime justement que par rapport aux autres églises, il a un niveau que les autres leaders n'ont pas, parce qu'il indique précisément que ces généraux-là, dans toute l'Afrique, il n'y en a que 7. Pour vous dire en fait comment se structure cette conflictualité. Et justement, quand il dit des choses comme ça, les autres vont réagir en disant « mais de toute façon, vous êtes général, mais vu le nombre d'adeptes que vous avez, vous n'êtes vraiment pas un général. Vous êtes un général avec 600 adeptes. Moi, je ne suis pas un général, je suis qu'un révérend docteur, ou plutôt un docteur avec 2000 ou 3000 adeptes. » Donc, effectivement, il y a une vraie conflictualité qui s'installe entre ces mouvements, mais ça, ce n'est qu'un premier niveau de cette conflictualité. Il y a un deuxième niveau qui est plus économique. Parce que derrière, j'indiquais tout à l'heure les cadres théoriques que j'ai mobilisés pour cette réflexion, je parlais des questions de rationalité et tout. En réalité, derrière, il y a aussi des questions de rente financière. Je vous ai dit que c'était un métier à part, donc ces généraux ou ces révérends docteurs, ils doivent vivre. Et donc, c'est un double appauvrissement de ces masses-là. Et comme c'est une manne financière, elle est discutée donc par tous ces leaders, ça fait aussi l'objet de conflits. Bien, merci. Une précision oui, juste un petit mot. Le professeur Awano en a parlé, mais je voudrais y insister. Certaines de ces églises protestantes sont également des lieux de réussite économique. Hein. C'est-à-dire qu'un certain nombre de cadres sont attirés dans ces institutions. Il y a même des cours parfois de gestion des entreprises, de droit des affaires. C'est un lieu où on rencontre un certain nombre de partenaires économiques. C'est tout à fait dans la logique de Max Weber, le protestantisme et l'esprit du capitalisme. Et certains vont, ou les clubs services en France, et certains vont dans ces églises parce que c'est un moyen de trouver, de se faire reconnaître socialement, économiquement, et de trouver, enfin, en plus, il n'est pas question de contester leur sincérité, mais de trouver la voie d'une certaine réussite économique. Merci. Oui, alors, un des pouvoirs reconnus de l'OIF, c'est d'agir sur le respect des constitutions. Alors, je me demande, est-ce que ce n'est pas un moyen important pour agir sur la laïcité? Oui, certainement. Moi, le respect de la laïcité. Oui, vous pouvez préciser votre question, excusez-moi. Oui, j'ai dit, l'OIF, elle est connue pour faire respecter les constitutions dans les pays, disons surtout africains. Et donc, je me demande si, justement, par ce biais-là, respect de la Constitution, on ne peut pas dire, il y a un article qui porte sur la laïcité, et vous êtes prié de mieux le respecter. Si nous cherchons les moyens que peut avoir la francophonie de jouer un rôle, effectivement, c'est tout à fait logique avec la défense de l'état de droit. Dans la mesure où l'état de droit, c'est dans toutes les déclarations des institutions francophones. C'est vrai que le fait d'introduire, de développer, de préciser dans les constitutions, mais alors, je crois que les constitutions sont assez claires de ce point de vue-là. Maintenant, la deuxième étape, c'est la législation. Et notre ami, là, Monsieur Awano l'a dit, il faut introduire, les dirigeants africains, ils sont tout à fait prêts. À cela près qu'un certain nombre de groupes islamistes font obstacle quand on parle de réforme des codes, de réforme des lois. Ils sont assez réticents. Mais justement, c'est là que la francophonie peut avoir un rôle à jouer en permettant de surmonter des obstacles qui ne correspondent pas à ce que veut la majorité de la population. Ils veulent vivre en paix et ils ne cherchent pas du tout, et ils souffrent énormément du développement de ces mouvements venus de l'extérieur et qui développent des pratiques terroristes. Là, la francophonie a un rôle à jouer. Merci. Monsieur ? Oui, je voudrais d'abord vous remercier pour vos exposés. Ça nous a permis d'avoir un peu une vision. Chez nous au Sénégal, pour nous, la laïcité ne signifie pas l'absence de Dieu. Et c'est vrai que dans nos constitutions, auparavant, on disait devant la loi. Mais comme on considère que, quand même, qu'on soit musulman ou chrétien, nous avons tous foi en un seul Dieu. Et pour donner plus de sacralité
à la Constitution, et on a introduit devant Dieu et devant la loi, pour qu'au moins se donner une sacralité au serment, pour qu'il y ait une portée religieuse. Donc c'est selon. Ensuite, par rapport au phénomène dont il parle, qui existe au Cameroun, c'est vrai qu'on a remarqué ce phénomène, mais à un chiffre très, très moyen. Et souvent, ce n'est pas des églises sénégalaises, parce qu'au Sénégal, l'église, elle est classique, parce qu'elle est structurée et organisée. Il y a l'évêque qui est là, et c'est lui-même l'interlocuteur direct de l'État avec l'église. Mais on a remarqué que finalement, il y a une nouvelle forme. Moi, j'appellerais ça plutôt de l'escroquerie religieuse. Parce que c'est des pratiques religieuses dont on ne connaît pas, par exemple, les sources. Et souvent, ça peut créer des conflits. Par exemple, moi, je suis élu local dans une collectivité locale. Il y avait des pasteurs, c'était des étrangers. Alors, ils proposaient de soigner les gens via leur méthode. Et on a vu qu'il y avait des populations qui se déplaçaient en masse pour aller les voir. Et ça a failli créer des difficultés. Certains sont venus nous voir pour nous dire que c'est vous qui avez autorisé l'espace public. Nous, on a dit, nous sommes dans une administration publique. Comme l'administration est laïque, nous ne faisons pas de discrimination vis-à-vis des religions. Mais on a été obligés quand même d'aller les voir pour essayer de trouver cette harmonie. Parce qu'actuellement, dans le monde, chacun est dans des replis identitaires. Et surtout, quand une personne ne maîtrise pas sa religion, quand une personne ignore, d'où l'importance actuellement au Sénégal, le débat qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne va pas introduire l'enseignement religieux dans l'enseignement général pour permettre que vous soyez musulman ou chrétien, d'avoir les principes religieux. Parce que si une personne n'est pas formée dans sa religion, n'importe qui pourrait l'embarquer et l'endoctriner. Je crois que c'est un débat intéressant où, pour nous, la laïcité, c'est une chance, elle a des valeurs à conserver et qu'on ne devrait pas l'affaiblir. Merci. Merci. Oui, monsieur. Oui, merci. Je remercie les orateurs pour leur brillante exposé, et autres. Surtout le professeur Cabanis. Je suis béninois. Pas cannabis, hein. Cabanis, c'est ça, hein? C'est ça. C'est parfait. Je suis béninois et j'ai remarqué que vous avez vraiment fouillé la constitution béninoise et les actualités de la constitution. Le Bénin, c'est un pays suffisamment démocratique. C'est le premier d'ailleurs en Afrique, je ne m'en vante pas. Et nous avons une cour constitutionnelle qui ne travaille pas qu'aux élections. Elle travaille tous les jours. Et chaque citoyen a la possibilité d'avoir recours à la cour constitutionnelle. Pour quel problème que ce soit, vous avez cette possibilité. Et la cour règle au cas par cas ces problèmes. Par rapport à M. Oyono, je l'ai trouvé un peu trop tranché dans des jugements, malgré toutes les précautions scientifiques, épistolaires, conceptuelles, clarifications, tout. Il y a des valeurs de jugement très prononcées, surtout sur les religions que moi j'appelle révélées, où dans le profil, c'est d'anciens prisonniers. Remarquez qu'on a un ancien prisonnier qui est devenu président et qui est très sage. Je veux parler de Nelson Mandela. Mais pour dire quoi? Il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Ces religions dont vous dites, j'ai senti une certaine généralisation de votre part. Dans toute organisation, il y a des brebis galeuses. Ce n'est pas quand tel a fait telle chose qu'on va généraliser et donner un cliché de désordre. Et tout à l'heure, le professeur Cabanis complétait en disant que c'est un centre de réussite sociale. Et ça, je le confirme. C'est devenu où on peut vous dire, si vous avez des fragilités, vous avez des problèmes de société, que par l'enseignement, que par le management, que par la connaissance, puisque la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et en même temps, cette même Bible dit que toute autorité vient de Dieu. C'est pour vous dire quoi? L'ordre public est consacré dans la Bible. Ce n'est pas quand on est chrétien, on peut faire n'importe quoi. On doit être vraiment sous le coup de la loi et respecter la loi. Et quant aux nuisances de pollution sonore que vous évoquez, on n'est pas gêné quand l'imam crie le matin. On n'est pas non plus gêné avant quand les cloches de l'église sonnaient. Mais pour ce genre de choses, quand il y a pollution sonore, il y a la République qui est là pour mettre de l'ordre. Donc, il faut que l'État joue son rôle. S'il y a des brebis galeuses, il faut les corriger. Mais d'office, donner un cliché en disant c'est désordre. Vous savez, la vue du gendarme est le début de la sagesse. Si le gendarme ne joue pas son rôle, il y aura désordre. Je vous remercie. Je peux dire un tout petit mot peut-être?
Oui, allez, d'abord, oui, c'est vrai, lui d'abord, bien sûr. Alors, merci pour votre intervention. Il me semble qu'on ne s'est pas compris parce que vers la fin de mon intervention, j'ai dû insister en disant que de tout ce que je dis, il n'est pas prouvé que ces mouvements sont forcément nocifs pour la société. J'ai insisté là-dessus. Je pense que ce n'est pas des clichés. Je suis parti sur des faits. Peut-être j'aurais pu relativiser en disant que dans les églises dites traditionnelles, il y a les mêmes dérives. Ça vous aurait peut-être conforté dans votre position. C'est une omission de ma part, mais ça ne voudrait en aucun cas dire que je suis tranché, puisque je vous ai dit que les gens profitent. Notre ami parlait tout à l'heure d'escroquerie religieuse. Donc ça veut dire que les gens profitent d'une certaine fragilité pour agir sur ceux qui ont certainement de vraies dispositions à avoir une relation à Dieu. Donc on exploite ces dispositions-là pour des objectifs économiques. Donc il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Il n'y a pas de position tranchée. Bon, le désordre dont je parle est un désordre qui peut être créé par toute autre organisation. Le professeur parlait tout à l'heure de secte. Moi, je n'ai pas voulu employer le mot secte. Et d'ailleurs, les travaux qui ont été menés pour aboutir à la qualification, je pense à Helen Baker, je crois, donc l'école sociologique anglaise, c'est justement, elle dit que, cette école-là dit qu'ils ont évité d'utiliser le terme secte pour ne pas paraître tranché, pour ne pas avoir un discours clivant. Et on a utilisé le terme nouveau mouvement religieux. Et lorsqu'on les utilise, ce n'est pas une identité africaine. On est en 90 quand ces mouvements arrivent. Mais il faut savoir que la question de mouvement religieux par des gens comme Bird avait déjà été évoquée au Canada en 70. Donc, il n'y a pas de débat tranché là-dessus. Je vous ai pris 3 anecdotes, parmi lesquelles un fait direct que j'ai vécu. Donc, ce n'est pas des inventions. Maintenant, comme je dis, on aurait pu simplement relativiser en prenant d'autres cas des églises dites traditionnelles dont ces mouvements sont parfois issus, parce qu'entre guillemets, ils critiquent le laxisme ou plutôt la passivité des églises traditionnelles. Donc ça, c'est pour vous rassurer, il n'y a pas de position tranchée. Je crois qu'une précision du professeur Cabanis. Oui, juste un petit mot à propos de ce que disait notre ami sur le Bénin. C'est vrai que ce que je vous ai dit a pu vous paraître un peu théorique. C'est vrai que l'article 12 de la Constitution n'empêche pas le paysan de la brousse de dormir. Ces décisions prises, notamment dans le cadre de la Cour constitutionnelle du Bénin, montrent bien ce qu'est la laïcité au niveau de la vie quotidienne. Alors, il ne s'agit pas de Boko Haram qui attaque des villages, il ne s'agit pas d'Al-Khalmi qui pille des populations. Là, il s'agit de gens qui se plaignent parce que les fêtes religieuses bloquent les carrefours, parce qu'un chef religieux veut prélever une tasse qui n'est pas prévue. Et là, on voit ce qu'est dans la vie quotidienne les problèmes de laïcité que le juge peut être conduit à trancher. Merci. Alors, il nous reste encore 25 minutes, hein, donc pas d'affolement pour le débat. Si je regarde la feuille de route, on a encore 25 minutes pour échanger et débattre, donc je pense qu'il y aura la place pour tout le monde. Hein. Oui. Très rapidement, pour permettre d'autres d'intervenir. J'étais édifié par l'exposé de M. Awono et ma question est toute simple. C'est de lui demander s'il a déjà eu un regard au-delà du Cameroun, parce qu'on a l'impression, sans y avoir travaillé comme vous, que précisément à partir des années 90, il y a un mouvement qui se déploie sur toute l'Afrique subsaharienne. Un mouvement messianique véhiculant de nouvelles approches religieuses, curieusement avec une double caractéristique. La première, c'est qu'ils viennent quand même avec les textes sacrés, avec pas mal de financement. C'est comme ça qu'on a vu de nouvelles églises, des édifices religieux majestueux surgir, investissant même dans les secteurs sociaux, ce qui les crédibilisait, et ainsi de suite.
le paradoxe étant que, en s'implantant, ils vivent aussi sur la bête parce qu'ils parviennent à mobiliser des financements là où on ne les attendrait pas, parce que venant des plus pauvres, qui donnent pratiquement tout ce qu'ils ont. Ce qui interroge, si ça vient vraiment sur toute une partie, n'est-ce pas, du continent. C'était tout juste pour lui demander s'il a déjà eu le loisir d'étendre son regard sur la question au-delà du Cameroun. Merci. Alors, merci pour votre remarque. Je dois dire que quand j'ai commencé à réfléchir sur ces questions, c'était pas directement sur le Cameroun. En 2017 ou en 2016, il y a un ouvrage qui est paru, L'insécurité humaine en Afrique francophone, quelque chose de ce genre, je ne sais plus le titre exact. Et là-dedans, j'ai publié un article justement sur ces questions que je considère comme un nouveau territoire d'insécurité humaine. Et j'ai travaillé particulièrement sur le Congo. Donc, ce n'est pas une exclusivité camerounaise. Et pour terminer, vous parliez tout à l'heure des flux financiers. Peut-être ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ces espaces sont aussi des espaces de blanchiment d'argent, en fait. C'est-à-dire qu'au-delà de la foi, il y a le business de la foi. Donc, je vous invite à prendre avec beaucoup de recul tous les flux financiers qui circulent dans ces milieux-là. Ce n'est pas toujours parce qu'on veut développer une activité ecclésiastique. Merci. Merci. Mais à culpa, je me suis trompé, j'ai mal regardé la feuille et je rognais sur la pause, en fait, ce qui est absolument inimaginable. Donc, on va prendre deux dernières questions. Encore une fois, je vous demande de la concision et puis on basculera sur la pause méritée. Merci pour la parole donnée. Moi, c'est Ngale Martine Vera, je viens du Cameroun, je suis doctorante. Avant de commencer, je vais déjà féliciter la qualité des exposés. Je vais féliciter les panélistes. Moi, j'ai juste une contribution. C'est vrai, j'ai vu mon camarade du Bénin s'indigner tout à l'heure avec la contribution de M. Awono. Alors, moi, je dirais déjà, pour aller un peu contre-courant avec M. André Kabani, ces nouveaux mouvements religieux sont des cadres de réussite. Mais au Cameroun, je parle du Cameroun parce que c'est la réalité que je connais le mieux. Au Cameroun, on se rend compte que bien que ce soit des cadres de réussite, c'est conditionné. Alors, quand on dit laïcité, on devrait laisser chaque citoyen de choisir s'il doit faire partie de telle religion ou pas. Mais on se rend compte que ces nouveaux mouvements, on vous exige implicitement de faire partie de ces religions si vous voulez avoir une certaine place au soleil, comme on dit. Et ça devient un problème. Pour aussi renchérir M. Awono, parlant des problèmes qu'on rencontre, il y a également le problème du respect des emblèmes avec certaines religions, telles, je vais pas citer le nom pour ne pas paraître peut-être méchante, mais on trouve certains mouvements religieux qui ne chantent pas l'hymne national, par exemple. Lorsqu'on est en troupe, ils ne chantent pas l'hymne parce que c'est faire allégeance à quoi que ce soit, je sais pas, aux hommes. Or, c'est d'abord un sentiment patriotique qu'on doit respecter. Donc ça crée déjà un désordre. Et pour aussi ajouter, il y a monsieur qui a posé la question sur les différents conflits que peuvent avoir ces religions. Nous avons également le fait des miracles, c'est-à-dire on fait la course aux miracles. C'est-à-dire quelle est la religion qui fait le plus de miracles que les autres. Et du coup, on observe une prolifération de pratiques malsaines qui détruisent l'organisme ou bien l'individu ou bien même la conscience même de l'homme. Parce que moi, j'ai assisté, tout comme M. Philippe, j'aime bien visiter ces différentes églises pour voir un peu quelles sont les pratiques. Alors, je suis allée dans une église une fois, je me suis rendu compte que on abrutissait, excusez-moi le terme, mais on abrutissait les consciences, on abrutissait les hommes.
Comment on peut demander aux gens de dormir à même le sol parce que Dieu va les guérir, alors que les dirigeants de ces églises, eux, ils dorment sur des matelas, par exemple. Et quand on les envoie prêcher, on ne leur donne pas de quoi prêcher, on dit non, Dieu va vous aider. Donc, ils se trouvent en train de parcourir des kilomètres et des kilomètres, des villes et des villes, en train de mendier. Ça veut dire on les apprend la mendicité, alors que dans la Bible, la mendicité est interdite. Donc, ça entre un peu en collision, pour moi. Merci. Bien, merci pour ce complément et ce témoignage. Une autre intervention, je crois, et ce sera la dernière. Merci. Yuguma Christian, Burkina Faso. DU. La jurisprudence la plus fournie en matière de laïcité est celle du Bénin. Maintenant, pour les autres pays, est-ce un signe d'une tolérance religieuse? Encore une fois, tolérance, un mot temporaire, comme le dit le professeur Cavanis. Ou bien c'est une absence de saisine des juridictions par les personnes qui ont intérêt à agir, ou bien c'est carrément une absence de matière pour susciter un contentieux. Merci. Oui, en fait, le système est beaucoup moins ouvert dans les autres pays qu'au Bénin. Au Bénin, n'importe qui peut saisir le juge constitutionnel, même à l'occasion, même en dehors d'une procédure judiciaire, sur n'importe quel type d'affaires. Alors, dans de très nombreux cas, la Cour constitutionnelle du Bénin dit « ce n'est pas dans notre champ de compétences », mais les gens ne se limitent pas du tout. Au contraire, dès qu'il y a un problème, on ne s'entend pas avec son chef de service, on a un problème avec les impôts, les gens saisissent, ils saisissent. Là, écoutez, pour les impôts, j'ai vu des gens qui disent on m'a fait payer tel impôt et c'est pas normal. Bon, il n'y a pas d'ailleurs qu'au Bénin. Parfois, au nom de l'égalité devant l'impôt, malgré tout, les saisines sont beaucoup moins nombreuses dans les autres pays. Je vous dis 3000 affaires pour le Bénin depuis 20 ans. Il n'y en a pas autant pour toutes les autres. Elles sont publiées, tout ça, le plus souvent. Elles sont publiées sur les sites des cours constitutionnels, donc on peut les travailler. Il n'y a pas 3000 affaires pour toutes les autres cours constitutionnelles de l'Afrique de succession coloniale française. Il n'y a pas autant d'affaires pour la totalité. Donc il y a une centaine, ce qui est déjà pas mal, et ce qui est plus que la France. En tout cas, il y a 4 ou 5 ans, avant la QPC. Mais donc, s'il y a moins d'affaires concernant la laïcité, c'est parce qu'il y a, d'une façon générale, moins d'affaires devant les autres cours constitutionnels. Je pense que c'est appelé à évoluer. Merci bien. Je pense qu'on va clore les débats. Merci à tous.